Nous abordons aujourd'hui l'histoire de l'Italie au XIXe et au XXe siècle. Et le titre que je donnerai à cette leçon est le suivant: Nationalisme et fascisme entre 1815 et 1943. Première partie donc de l'exposé, celle qui précède la Première Guerre mondiale, donc la période qui va de 1815 à 1914 et qui couvre donc une centaine d'années, un siècle. En 1815, le Congrès de Vienne redessine la carte de l'Europe. L'Italie va se trouver divisée entre 7 États. 7 États, dont 3 sont très clairement indépendants et 4 autres sont sous la tutelle de l'Autriche. Alors, quels sont les 3 États indépendants, je veux dire tout à fait indépendants, officiellement et de fait, pratiquement? C'est d'une part le royaume de Piémont-Sardaigne, qui est un petit État qui se trouve à la périphérie de la péninsule italique. Le Piémont, à ce moment-là, a pour capitale Turin et possède encore la Savoie. D'ailleurs, c'est la maison de Savoie qui est à la tête de ce royaume de Piémont-Sardaigne. Il y a ensuite les États pontificaux qui coupent la péninsule italique en deux, et il y a enfin, au sud de l'Italie et en Sicile, le royaume des deux Siciles, ou royaume de Naples, c'est la même chose. À côté de ces 3 États indépendants, il y a 4 États qui dépendent directement ou indirectement de l'Empire d'Autriche. On parle d'Empire d'Autriche à cette époque-là, juste encore en 1867, date à laquelle l'Empire d'Autriche-Hongrie va devenir une monarchie bicéphale, qui comprendra d'une part l'Autriche et d'autre part la Hongrie. Alors, quels sont ces 4 territoires qui dépendent directement ou indirectement de la couronne impériale autrichienne? Il y a d'une part le royaume lombardo-vénitien, qui dépend directement, je dis bien, de Vienne, et qui résulte d'un troc, si je puis dire, lorsqu'en effet l'Autriche renonce définitivement aux Pays-Bas, c'est-à-dire à la Belgique, qui va être agglomérée par la Hollande pour former le royaume des Pays-Bas entre 1815 et 1830. Ce royaume lombardo-vénitien a 2 capitales en fait, Milan pour la partie lombarde et Venise pour la partie vénitienne. Alors il reste encore 3 petites principautés qui dépendent par l'intermédiaire de princes autrichiens qui occupent leurs trônes respectifs, qui dépendent donc indirectement de Vienne. C'est d'une part le Grand-Duché de Toscane, capitale Florence, et d'autre part les 2 petits duchés de Modène et de Parme. Ce sont déjà des principautés d'ailleurs à ce moment-là. Voilà. Dès les années 1815-1820, il y a des mouvements révolutionnaires qui se dessinent dans la péninsule italique, mais ils seront rapidement matés par les Autrichiens. Ces mouvements révolutionnaires ne sont pas à proprement parler des mouvements populaires, c'est-à-dire de type ouvriériste venant du peuple. Il s'agit essentiellement de mouvements de type démocratique et libéraux qui viennent de la bourgeoisie et des intellectuels.
Un des chantres de l'unité italienne dans la première moitié du XIXe siècle s'appelle Mazzini, M-A-2-Z-I-N-I, Mazzini. En fait, Mazzini voudrait promouvoir l'existence d'une république, un petit peu comme Garibaldi le souhaitera plus tard. Il souhaite un régime donc républicain, démocratique, de type libéral. Toutefois, c'est autour de la maison de Savoie, dont je parlais tout à l'heure, de cette maison de Savoie, que l'unité italienne va se réaliser. Le Premier ministre italien, piémontais, qui va avoir un rôle très important, s'appelle Cavour. En effet, il faut savoir qu'en 1848, sous l'autorité de Charles Emmanuel de Piémont-Savoie, il y avait eu déjà des mouvements à Turin visant l'unité italienne et visant à chasser les Autrichiens de la péninsule, ceux-ci étant vécus comme des étrangers qui n'y avaient pas leur place. Ces mouvements avaient été écrasés, les Piémontais étant battus par les Autrichiens à la bataille de Custozza. Et en 1949, on peut dire que toute velléité du Piémont et d'un mouvement libéral d'unifier l'Italie n'existe plus. Alors, quand l'unité italienne va-t-elle se faire? Eh bien, elle va se faire essentiellement entre 1859 et 1861 et 1862. Que se passe-t-il à cette date? Des intellectuels, des bourgeois souhaitent, dans le nord de l'Italie, construire cette unité italienne. Ce mouvement appartient à ce vaste mouvement des nationalités que l'on rencontre un petit peu partout en Europe à la même époque, surtout en Allemagne, et qui est lié au mouvement littéraire et intellectuel du romantisme. Ce mouvement va connaître un grand succès, mais Cavour, qui est Premier ministre du roi Victor Emmanuel II, qui est un jeune souverain à cette époque-là du moins, veut réaliser donc l'unité italienne autour de son souverain. Il veut donner du prestige à la maison de Savoie, mais il veut aussi que ce soit la haute bourgeoisie piémontaise, la haute bourgeoisie turinoise qui profite de cette unité. N'oublions pas que c'est le début de la révolution industrielle dans le nord de l'Italie à ce moment-là. Comment va donc se faire cette unité italienne donc, entre 1859 et 1861-62? Cavour seul ne peut pas grand-chose. Il va se tourner successivement du côté de l'empereur des Français Napoléon III, puis du côté de la Prusse. Dans un premier temps, donc, il flatte les sentiments, je dirais, de type nationaliste de Napoléon III, qui cherche à redorer le blason de la France, à renouer avec
l'époque glorieuse que la France avait connue quelques décennies plus tôt, et Cavour parvient à convaincre donc Napoléon III de se lancer dans l'aventure italienne. Et c'est ainsi qu'en 1859, successivement à Magenta et ensuite à Solferino, donc en 1859, l'Autriche est battue. Ces deux localités sont surtout restées par le nom qu'elles ont laissé à des boulevards près de la gare du Nord à Paris. À la suite de ces batailles, une paix est signée entre le Piémont et l'Autriche, c'est la paix de Zurich, et l'Autriche doit céder au Piémont la Lombardie, c'est-à-dire la région de Milan. Napoléon III, pour les bons services qu'il a rendus, recevra un peu plus tard du Piémont, cette fois, le duché de Savoie, qui était pourtant le cœur du domaine de la maison de Savoie, par définition, et d'autre part, la maison de Savoie lâche également le comté de Nice. Parallèlement, Garibaldi, qui est un républicain italien, accepte que l'unité italienne se fasse autour de la monarchie, ce qui allait contre ses principes. Il va à la tête de ses chemises rouges libérer la Sicile, tout le sud de l'Italie, dont la région napolitaine, les Pouilles, la Calabre. Il va remonter, il va même libérer également l'Émilie-Romagne pontificale. Alors que parallèlement ont lieu des soulèvements à Modène, à Florence et enfin à Parme. Ce qui explique que dès 1861, presque toute l'Italie se trouve entre les mains de celui qui se fait dorénavant appeler roi d'Italie, et plus seulement roi de Piémont, à savoir Victor Emmanuel II. Toute l'Italie se trouve réunie sauf deux territoires, le Latium, c'est-à-dire la région de Rome, qui reste entre les mains du pape, et d'autre part la Vénétie, qui reste entre les mains d'Autriche. Mais j'avais dit tout à l'heure que Cavour, ou plutôt l'Italie, allait se tourner successivement, d'une part vis-à-vis de Napoléon, du côté de la France, Napoléon III, et puis du côté de la Prusse. Il se fait que Cavour lui-même décède en 1861, mais en 1866, à la suite de la bataille de Sadova, lors de laquelle la Prusse bat l'Autriche, la Vénétie devient italienne. Dès lors, il ne reste plus que le Latium, la région de Rome, qui reste, je dirais, une enclave, non pas étrangère, parce que les Romains sont bien des Italiens, mais une enclave qui n'appartient pas encore à l'unité, à l'Italie plutôt unifiée. Il faudra attendre pour cela 1870, car Napoléon III avait dû transiger avec les catholiques de l'Empire français pour ne pas les avoir comme ennemis,
Et c'est ainsi que c'est seulement lors de la guerre franco-prussienne de 1870 que la France, à l'occasion de ses hostilités avec l'Allemagne, va retirer sa garnison de Rome, garnison qui était chargée de protéger le pape. Dès lors que la garnison française n'est plus là, les troupes italiennes vont pouvoir occuper la ville de Rome. Et à partir de ce moment-là, jusqu'en 1929, lors des accords de Latran, le pape va se considérer comme le prisonnier du roi d'Italie. Alors je vais peut-être tenter de vous montrer sur une carte l'Italie telle qu'elle se constitue entre 1859 et d'autre part 1870. Voilà la carte de l'Italie. Alors, vous avez ici le territoire du Piémont, Sardaigne. Le Piémont ici, capitale Turin, et la Sardaigne ici. Dans un premier temps, donc, j'ai expliqué qu'en 1859, à la suite des batailles de Magenta et de Solferino, en 1859, donc, la Lombardie, capitale Milan, devient piémontaise. Je vous ai expliqué aussi qu'en 1860-61, année essentielle, d'une part, les trois petites principautés qui se trouvent dans le nord de l'Italie, à savoir Modène, Parme et d'autre part la Toscane, se révoltent contre leur prince autrichien, alors que parallèlement, Garibaldi va libérer non seulement la Sicile, le sud de l'Italie et l'Émilie-Romagne ici pontificale. Il faut donc attendre 1866 pour que la Vénétie soit rattachée au royaume d'Italie, et 1870 pour que la partie rose clair, ici le Latium, qui a pour capitale Rome, soit rattachée à ce royaume enfin unifié en 1870. À l'heure actuelle, il n'y a plus que deux enclaves en Italie. Il y a d'une part la République de Saint-Marin et il y a d'autre part la Cité du Vatican qui va être créée par les accords de Latran en 1929 à l'époque de Mussolini. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, ça c'est pour l'histoire politique. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer en deux temps, entre 1870 d'une part et 1900, et ensuite entre 1900 et 1914. Alors, je commence tout d'abord par cette première période. La première période, donc, qui s'étend de 1870 à 1900, est une période où l'Italie connaît d'énormes difficultés sur le plan économique. Alors, ces difficultés, on les trouve à la fois dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie et dans le domaine du commerce. Je commence par l'agriculture. Alors, en effet, en Italie, on trouve essentiellement de très grands domaines ou des très petits domaines, les uns et les autres ayant des proportions, des dimensions qui ne leur permettent pas d'être rentables. Ils ont les uns et les autres les avantages, les inconvénients de leur dimension. L'agriculture, donc, ne permet pas, les modes de
gestion de l'agriculture ne permettent pas donc de grands rendements. Dans le domaine de l'industrie, l'Italie est très dépendante pour ses matières premières. Qu'il s'agisse du charbon, l'Italie n'en a pas, ou presque pas. On sait d'ailleurs qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le charbon belge va faire l'objet d'un troc avec les travailleurs italiens. Je dis bien que ça, c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le domaine du textile et la métallurgie, l'Italie n'est nulle part. Elle est véritablement en retard. D'autre part, sur le plan commercial, la balance import-export est tout à fait défavorable à l'Italie. Mais en plus de ça, suite à l'unification de l'Italie, aux besoins de l'administration, aux besoins en équipement, la balance des comptes publics est déficitaire. Donc l'État italien est constamment sur la corde raide. Ensuite, il y a un grand problème, et ça nous rappelle un petit peu la situation belge actuelle, c'est le problème du Mezzogiorno, le Midi. Le Midi, c'est-à-dire le sud de l'Italie. Le sud de l'Italie, donc c'est la région de Naples, la région des Pouilles, la Calabre, la Sicile, où l'on trouve des grands domaines, où l'agriculture est peu rentable, mais où surtout le gouvernement italien n'investit pas vraiment. Car cette unité italienne s'est faite au profit de qui? Eh bien, cette unité italienne s'est faite au profit des grands industriels du Nord, du Piémont, de la Lombardie. Et l'on trouve déjà en germe la situation actuelle. Vous savez peut-être que depuis une vingtaine d'années, en Italie, il y a des mouvements autonomistes dans le nord de l'Italie, ce que l'on appelle la Lega, la Ligue Padane, c'est-à-dire la Ligue du Nord, qui est un parti de droite, même de droite musclée, qui souhaite se séparer du sud du pays, considéré comme un véritable boulet pour l'économie italienne. Ça vous fait évidemment penser à la situation belge à l'heure actuelle quand on voit ce que pensent certains courants patronaux dans le nord de notre pays, donc en Flandre. Enfin, il y a un énorme problème, c'est le problème de la question sociale. La question sociale. Alors, la question sociale, c'est quoi? Eh bien, c'est essentiellement le fait que le nombre d'habitants en Italie a cru énormément en une trentaine d'années. En une trentaine d'années, il va y avoir 6 millions d'habitants en plus. On est passé de 26 millions d'habitants en 1870 à 32 millions en 1900. 6 millions, c'est énorme, quand vous voyez la proportion. Quelle est la solution pour ces Italiens qui se trouvent dans un pays relativement surpeuplé? Quand je dis relativement, il faut entendre, savoir ce qu'on veut dire. C'est que la surpopulation est un concept qui est lié aux ressources disponibles dans un pays. On peut être 1000 habitants par kilomètre carré et ne pas être dans une situation de surpeuplement, et par contre, si vous êtes en plein désert et vous êtes à 100, vous êtes dans une région surpeuplée. Or, il s'est fait que je vous disais que l'Italie, pendant la période 1870-1900, est un pays pauvre, surtout dans le sud. Et donc, les gens n'ont pas assez de ressources pour vivre. La solution, c'est donc l'immigration. Il va y avoir donc une immigration massive. Dans quelle direction? Vers les États-Unis, vers la France et vers la Suisse.
L'émigration italienne en Belgique, hein, vous savez qu'elle date aussi de l'entre-deux-guerres, mais surtout, je dirais, des années 1945 hein, à 1955, en gros, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les mineurs hein, qui sont venus travailler dans le Borinage, la région du centre, la région de Charleroi, qui s'éclose par l'épisode tragique du bois du Casier en 1956. Mais les problèmes sociaux ne peuvent pas trouver leur exutoire que par le biais de l'émigration. Je dis bien l'émigration. Il y a aussi des mouvements sociaux très importants qui vont se développer. Il va y avoir des grèves très importantes dans le courant de la dernière décennie du siècle. Les populations ouvrières vont organiser par le biais de leurs syndicats qui se mettent en place à ce moment-là des émeutes, des grèves. Et ces grèves se développent donc, et dans un premier temps, le mouvement socialiste va être fortement teinté d'anarchisme et progressivement va s'orienter de plus en plus vers le marxisme. Alors sur le plan politique à cette époque-là, ce qu'il faut retenir comme idée centrale, c'est d'une part que, je dis bien sur le plan politique, c'est qu'à cette époque-là, le vote est censitaire. Autrement dit, seuls les riches peuvent voter. Donc, autrement dit, au Parlement, vous n'avez que deux partis. Vous avez une droite très conservatrice, et vous avez ce que l'on pourrait appeler à l'époque la gauche, mais qui n'a rien à voir avec une gauche socialiste ou une gauche communiste, puisque ces gens-là ne peuvent pas voter. La gauche, à l'époque, c'est ce que nous appellerions, qu'on appelait en Belgique, les libéraux, c'est-à-dire des gens qui représentent la petite et la moyenne bourgeoisie, mais en aucun cas les ouvriers, puisqu'ils ne peuvent pas voter. Même chose pour les petits paysans, ils ne peuvent pas voter, ce sont les grands propriétaires terriens qui votent. Ensuite, je vous ai expliqué que ce sont les milieux industriels de Lombardie qui donnent le ton à la vie politique à cette époque-là. Donc, je dirais que c'est une époque qui n'est certainement pas favorable aux classes dominées de la société, et c'est l'époque où surtout se développe une pratique dont souffre toujours l'Italie de nos jours, c'est le système des revenus. Alors, j'étais en train de vous expliquer que le clientélisme va ravager l'Italie à partir de ce moment-là, et c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que la mafia va également s'établir dans le sud du pays, en Sicile en particulier. Vous savez qu'à Naples, une autre appellation est donnée pour une organisation similaire, c'est la Camorra. Alors, on va passer maintenant à la période qui suit, cette période de 1870 à 1900, qui était une période assez difficile, tant sur le plan politique que sur le plan économique. C'est la période donc qui précède immédiatement la Première Guerre mondiale, donc de 1900 à 1914. Alors c'est une période importante parce que l'Italie va se transformer assez rapidement. C'est une époque où les rendements dans le domaine agricole deviennent nettement plus importants qu'à l'époque précédente. C'est une époque également où l'industrie connaît son premier essor véritablement, après les premiers pas qui avaient été faits évidemment dans le Piémont du XIXe siècle. C'est l'époque, entre autres, où la fameuse Fiat est créée
la Fiat, c'est donc la Fédération industrielle automobile turinoise. Dans le domaine de la sidérurgie, dans le domaine du textile, il y a des grands progrès qui sont faits, mais ce sont essentiellement les classes supérieures qui en profitent et certainement pas les classes dominées. Même si des réformes sociales importantes sont réalisées dès le début du XXe siècle dans le domaine des pensions, dans le domaine de la protection contre les handicaps, également dans le domaine des assurances. Il n'empêche que des jacqueries, c'est-à-dire des mouvements de paysans dans les campagnes du Sud et des émeutes dans les villes de type anarchisant se développent quand même avant la Première Guerre mondiale. Sur le plan politique, enfin, un progrès important intervient en 1912. On va passer du suffrage censitaire, qui permettait aux riches seuls de pouvoir voter et donc d'être représentés. Et en 1912, donc, le suffrage pratiquement universel va être instauré. C'est un mouvement général que l'on trouve d'ailleurs en Europe à cette époque-là. Je rappelle que la Belgique devra attendre les lendemains de la Première Guerre mondiale avec le coup de Le Pen, en octobre 1919, et cette instauration du suffrage universel pur et simple pour les hommes ayant 21 ans au moins en Belgique. Voilà. Donc c'est l'époque d'un ministre célèbre qui est Giolitti, gouvernement de Giolitti. Au XIXe siècle, en Italie, il n'y avait pratiquement que deux partis qui n'en étaient pas vraiment deux. C'était la droite et la gauche. J'ai pu vous en parler tout à l'heure. La droite étant représentée par des milieux très conservateurs, souvent, la gauche représentant la petite et la moyenne bourgeoisie. À la veille de la Première Guerre mondiale, toutefois, c'est sur une base relativement faible que le gouvernement doit gouverner, et la décision d'entrer en guerre ne date que de 1915. En effet, l'Italie était liée à l'Allemagne et à l'Empire d'Autriche-Hongrie dans le cadre d'une alliance que l'on appelle la Triplice. Toutefois, cette Triplice battait de l'aile, en tout cas pour l'Italie, et l'Italie, tout bien considérée, a finalement décidé de se ranger aux côtés des Alliés, entre autres choses, on peut bien le comprendre, parce qu'elle avait des revendications territoriales dans le nord-est, la région qui se trouve donc près de la frontière autrichienne, où vivaient des populations italophones, italiennes, peut-on dire franchement. Même chose, l'Italie avait des revendications du côté de l'Istrie, c'est-à-dire la région qui se trouve à proximité de la Slovénie actuelle. L'Italie donc va se battre aux côtés des Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Elle va subir de lourdes pertes, et c'est seulement à la fin de la Première Guerre mondiale que les Italiens vont percer une trouée dans le front autrichien. Ils vont quand même donc se retrouver du côté des vainqueurs au traité de Versailles, mais leur représentant, le Premier ministre Orlando, ne pourra pas avoir toutes ces exigences territoriales satisfaites. Et c'est la raison pour laquelle, dès 1919, c'est-à-dire l'année même du traité de Versailles, les Italiens
se sentent frustrés. Alors je dis le traité de Versailles devrait être plus précis, puisque entre l'Italie et l'Autriche, il ne s'agit pas du traité de Versailles qui concerne l'Allemagne, mais il s'agit du traité de Saint-Germain-en-Laye, pour être tout à fait clair. Les Italiens sont en fait très frustrés au lendemain de cette Première Guerre mondiale. Pourquoi? Tout d'abord, ils sont du côté des Alliés et ils n'ont pas vu leurs revendications territoriales satisfaites, comme je le disais il y a quelques instants. Mais outre cela, les paysans italiens auxquels on avait promis pendant la Première Guerre mondiale une importante réforme agraire ne vont pas la voir se réaliser. Ensuite, au lendemain de cette Première Guerre, en 1920-1921, il y a une grave crise économique en Italie. Et de nombreux ouvriers sont au chômage, en particulier dans le nord industriel, la région de Turin, de Milan, entre autres choses. Ces ouvriers, ils vont s'orienter vers les partis extrêmes, d'une part le Parti communiste, mais aussi vers un parti qui naît dès 1919, c'est le Parti fasciste, sur lequel je vais m'étendre évidemment beaucoup plus longuement dans la suite de cette leçon. Outre cela, la plupart des rentiers se sont trouvés complètement floués au lendemain de la Première Guerre mondiale, car il y a eu des dévaluations de la lire italienne. Les rentiers constituaient un groupe social numériquement non négligeable au XIXe siècle. Si vous lisez d'ailleurs des romans français du XIXe siècle, comme Balzac ou comme Zola, vous allez voir qu'il s'agit d'une catégorie même importante. On n'arrête pas de parler des rentiers dans Balzac. Les rentiers, ce sont des gens qui vivent soit des dividendes que leur procurent les actions liées aux investissements qu'ils ont pu faire dans des sociétés industrielles ou commerciales, soit ce sont des gens qui vivent de loyers dans le domaine de l'immobilier. Et ces gens qui avaient des revenus confortables jusqu'à la guerre 14-18, dès lors que la monnaie dévalue, voient leur pouvoir d'achat réel diminuer d'autant que la dévaluation l'impose. Vous pouvez voir vos revenus diminuer comme ça de 50%, de 70%, et vous retrouvez évidemment avec des revenus tout à fait insuffisants. Donc les rentiers, cette bourgeoisie va être un terreau favorable également pour le fascisme. À côté donc des rentiers, des ouvriers, des paysans, qui sont les trois catégories dont je vous ai parlé jusqu'à présent, il y a également une atmosphère délétère à cette époque-là contre le parlementarisme. Vous connaissez cette expression que l'on entend de temps en temps, les hommes politiques sont tous des pourris, ce sont tous des corrompus. C'est une expression qu'on entend certainement encore très souvent en Italie, à l'époque du gouvernement Berlusconi de nos jours, mais on l'entendait, alors là, au début des années 20, de manière récurrente, et pas seulement en Italie, en France aussi, entre autres choses. Les politiciens sont considérés non seulement comme des corrompus, comme des gens malhonnêtes, ne pensant qu'à leurs intérêts particuliers, ne se préoccupant pas de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation. Ce sont aussi des gens qui sont considérés comme incapables, incompétents de résoudre ces crisettes qui se produisent dans les années 20 et qui précèdent la grande crise de 1929. À cela, il faut ajouter également les soldats qui se sont trouvés au lendemain de la guerre
mutilés, pour ceux qui avaient survécu, et parfois mutilés de manière horrible, et qui se retrouvent donc invalides, ayant le sentiment de s'être battus pour rien, puisque les territoires initialement escomptés pour l'Italie ne sont pas tombés donc dans son escarcelle. Tous ces éléments conjugués vont favoriser la naissance et la montée d'un parti créé en 1919 par un instituteur socialiste qui s'appelle Benito Mussolini. Mussolini, c'est un instituteur qui était passé au journalisme. Je vous ai dit qu'il était socialiste, mais il avait également flirté avec l'anarchisme, ce qui paraît évidemment étonnant comme parcours quand on pense qu'il va installer un régime autoritaire par la suite. Et Mussolini va profiter du désarroi, des désordres liés, je dirais, au lendemain de la Première Guerre mondiale, en particulier dans les milieux ouvriers, mais pas seulement. Il va profiter des différents mécontentements que l'on trouve dans la population italienne pour créer un climat de terreur au sein de la bourgeoisie. Vous savez que le climat d'insécurité est favorable à l'instauration de politiques de droite, de politiques visant à renforcer les moyens policiers d'une manière générale. Et Mussolini compte justement sur ses militants, sur ses chemises noires, pour créer justement ce sentiment d'insécurité, mais aussi pour faire peur aux communistes, aux socialistes, aux syndicalistes, aux libéraux, et je dirais d'une manière générale aux démocrates, tout simplement. Au point que, au mois d'octobre 1922, il va organiser, avec ses chemises noires, une marche sur Rome, donc en octobre 1922, une marche sur Rome qui va être un véritable coup de bluff face au gouvernement italien de l'époque. En effet, les chemises noires qui vont venir à Rome d'un peu partout de l'Italie sont en fait des militants qui ne sont pas armés, qui ne sont pas organisés et qui ne menaçaient pas véritablement le pouvoir en place à ce moment-là. Toutefois, Mussolini en profite pour exiger du roi Emmanuel III d'être désigné comme chef du gouvernement. Alors, à partir de ce moment-là commence l'épopée fasciste au pouvoir. Je vais distinguer plusieurs rubriques, je dirais, dans mon exposé. Dans un premier temps, on va essayer de voir comment Mussolini installe son pouvoir entre 1922 et 1925. Ensuite, quels sont les 4 ou 5 grands éléments qui participent de sa doctrine. Ensuite, on verra comment il devient le seul maître de l'Italie. Et enfin, quelles sont les principales caractéristiques de sa politique intérieure d'abord, extérieure ensuite. Voilà. Alors, comment Mussolini procède-t-il? En 1922, il est donc Premier ministre. Je dis bien, il est bien Premier ministre, il n'est pas chef de l'État. On se trouve dans un royaume dirigé par un roi.
mais il se rend compte qu'il ne peut pas se permettre d'installer une dictature immédiatement. Et c'est comme ça que pendant 3 ans, 3-4 ans, de 1922 à 1925, il va tenter d'arrondir les angles face aux politiciens devant lesquels il se trouve. Il va montrer qu'il est en recours pour permettre à l'Italie de vivre dans l'ordre, dans la sécurité. Des officiers d'état-major, des hauts fonctionnaires et de nombreux membres de la classe dominante sur le plan économique vont trouver qu'effectivement c'est le personnage providentiel dont l'Italie avait besoin. En 1924, des élections législatives sont organisées. Alors là, il souffle le chaud et le froid. Je vous ai dit que dans un premier temps, il souffle d'abord le chaud, pourrait-on dire, c'est-à-dire il souffle d'abord, il essaie d'installer un climat de sécurité, et puis il va, en 1924, alors là, demander à ses militants fascistes de créer un climat de terreur de telle manière que les gens aient envie de voter pour un parti d'ordre. Donc vous voyez, il souffle une fois le chaud, une fois le froid, et dans cette période-là, va être assassiné un député socialiste qui s'appelle Matteotti. C'est Mussolini, évidemment, qui est le commanditaire de ce meurtre. Ben, il ne peut bien entendu pas l'avouer. Ça faisait partie du climat de terreur qu'il voulait installer à ce moment-là, mais il a failli avoir de gros ennuis. C'est-à-dire que des gens qui étaient de son côté n'appréciaient pas vraiment ce type de méthode. Quand je dis des gens qui étaient de son côté, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui voulaient l'ordre, mais qui ne voulaient pas d'une terreur permanente, à savoir la haute bourgeoisie. Il faut savoir d'ailleurs que ces élections, qui vont être remportées effectivement par Mussolini, par le parti des faisceaux, le parti fasciste, avaient été financées par des grands industriels et par des banquiers, justement. Et là se trouve toute l'ambivalence, l'ambiguïté du fascisme et du nazisme. C'est que le fascisme s'oppose à la fois au communisme et au grand capital. Hitler va jouer également sur ces deux cordes pour ramener à lui la petite bourgeoisie, les classes moyennes, qui constituent le terreau du fascisme et du nazisme, mais en sous-main, le fascisme est soutenu par la classe dominante, par ces grands financiers, ces grands industriels. Donc vous voyez que entre le discours et entre la théorie donc et la pratique, il y a de nouveau une distance qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est que le fascisme arrive au pouvoir sur le plan électoral essentiellement en nombre de voix grâce à la petite bourgeoisie, grâce aux paysans aussi, grâce à des ouvriers qui ne se retrouvent pas dans le marxisme, le communisme, mais sur le plan financier, c'est la haute finance, la grande industrie qui sponsorise ce mouvement d'extrême droite. Alors, Mussolini est au pouvoir. Il est au pouvoir, mais jusqu'à sa prise du pouvoir, au fond, il n'a pas de doctrine bien établie. Et c'est seulement après être installé au pouvoir, contrairement à Hitler, qui lui avait une doctrine très très claire dès la rédaction de Mein Kampf, 10 ans avant sa prise de pouvoir, Mussolini, je dirais, il est beaucoup plus brouillon. Mussolini voulait un régime autoritaire,
il s'oppose au marxisme, il s'oppose au communisme, mais il n'a pas de ligne bien définie. Alors, à partir du moment où il est au pouvoir, là, il va devoir sortir du bois et fixer un certain nombre de traits qui puissent être compris par la population italienne. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ces doctrines? Bien, tout d'abord, la primauté de l'État. L'État est tout puissant. L'individu n'existe pas en tant que tel. C'est la définition même de ce que c'est qu'un État totalitaire. C'est Mussolini lui-même qui invente le terme d'État totalitaire. Pour lui également, cet État tout-puissant doit être dirigé par un chef omniscient et omnipotent, et ce chef en Italie, c'est le Duce, qui veut dire tout simplement le guide. Ensuite, deuxième caractéristique de ce régime, c'est le nationalisme à outrance. Les fascistes sont des gens qui placent la nation au pinacle et qui, par conséquent, rejettent tout ce qui est extérieur au pays. Donc, la xénophobie est liée, évidemment, à ce nationalisme. J'ai dit xénophobie, mais je n'ai pas dit obligatoirement racisme, car autant Mussolini a mis en place un régime hyper-nationaliste, et même impérialiste, puisqu'il va chercher les terres en Afrique, autant Mussolini, le fascisme n'a jamais connu l'inhumanité sur le plan racial que le nazisme, lui, va mettre en place. Il n'y aura jamais de camp d'extermination en Italie. Il y aura bien des lois antisémites à un moment donné, mais il n'y aura pas, je vous ai dit, des camps où on cherchera à éliminer systématiquement les juifs. Ça, c'était le deuxième point. Donc, la primauté de l'État, avec un chef, omniscient et omnipotent. 2, l'hypernationalisme. 3, le corporatisme. Alors là, je dirais que c'est peut-être un élément tout à fait essentiel qu'on ne met pas assez souvent en évidence dans les manuels et que retiennent assez souvent les élèves et les étudiants. Je dirais que le corporatisme est même consubstantiel du fascisme. Parce que qu'est-ce que c'est que le fascisme? Le fascisme, ce n'est pas seulement le nationalisme, même le racisme dans le cas du nazisme, hein, l'idée d'un État tout-puissant, etc. C'est surtout l'idée qu'il faut une concorde des classes visant à la suppression donc, de cette lutte des classes qui est, je dirais, le fer de lance de la propagande communiste et marxiste. Donc, comme on est anti-marxiste, anti-communiste, il faut à tout prix éviter, avec tous les moyens possibles, la lutte des classes. Donc, il faut la concorde des classes, qui n'a rien à voir avec le consensus mou à la belge. Hein. C'est pas ça dont je veux parler ici. Et pour éviter, justement, la lutte des classes, il installe des corporations. Des corporations. Qu'est-ce que c'est qu'une corporation? C'est un mot qui doit évidemment vous rappeler des souvenirs liés à l'organisation des métiers avant la Révolution française et même au-delà à ce que j'ai pu vous expliquer en deuxième concernant l'organisation des métiers au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Vous vous souvenez, Avenue, Jacan, ces fameuses corporations avec des apprentis, des compagnons et des maîtres. Le système corporatif, c'est un système où il n'y a pas d'opposition possible entre des individus appartenant à des classes sociales différentes, parce qu'ils sont dans le même syndicat, un syndicat de type corporatif. Souvenez-vous au Moyen-Âge, où, jusqu'à la Révolution française, les apprentis, les compagnons, sont dans la même corporation que les maîtres. Or, ce sont les maîtres qui disposent des moyens de production, c'est-à-dire des outils de travail, alors que les compagnons et les apprentis sont des salariés qui dépendent du maître. Mais comme ils font partie de la même corporation, c'est-à-dire du même syndicat,
la même association professionnelle, le conflit n'est pas possible. Eh bien, c'est ce système qui remonte au Moyen-Âge, qui est antérieur à la Révolution française et qui a été supprimé, justement à la Révolution française, parce qu'à la Révolution française, les révolutionnaires ont voulu justement casser le système corporatisme pour promouvoir le libre-échange. Ça va? Parce que le système corporatif impliquait toute une série de règlements stricts qui ne permettaient pas justement la libre concurrence entre les agents économiques. Alors, donc, dans le système corporatif mis en place par Mussolini, on va avoir les ouvriers qui sont dans le même syndicat que les employés, que les cadres et que les patrons. Il est impossible de faire la grève contre soi-même quand on est dans la même corporation, puisque les ouvriers sont dans le même syndicat que les patrons. C'est impensable dans notre système à nous démocratique, évidemment. Il y a des syndicats d'ouvriers, d'employés chez nous, et il y a des syndicats de patrons. Et alors ils peuvent se réunir autour d'une table, on les appelle des partenaires sociaux. Dans ce cas-là, ils essaient de trouver, à la suite de leurs négociations, des accords collectifs. Voilà. Donc, le corporatisme, je dirais que c'est la base idéologique la plus importante, je dirais, du fascisme. Et ce n'est pas, comme on le dit habituellement, le nationalisme, etc. Aussi, mais je dirais que pour moi, c'est le corporatisme. C'est la concorde des classes qui refuse la réalité, qui fait que quand vous avez des intérêts divergents, vous êtes en situation conflictuelle. Ce système va d'ailleurs être mis en place également en 1926 par Salazar au Portugal. Ce même système va être mis en place lorsque le général Franco aura vaincu les républicains en Espagne en 1939. C'est le même système qui va être mis en place également en Allemagne, avec évidemment une forme un peu différente, mais c'est l'idée que les syndicats, seuls les syndicats reconnus par l'État, ont le monopole des relations entre les employés et les employeurs. Et comme ces syndicats sont l'émanation du parti fasciste, vous pensez bien que les grèves et les conflits sociaux sont impossibles dans un État fasciste. Parce que ces grèves sont illégales, par définition. Voilà. Alors, dernier élément propre au fascisme, c'est que Mussolini va promouvoir tout un style de vie particulier. Dans ce style de vie, on va exalter la vie en commun, on va exalter l'esprit de sacrifice pour la patrie, pour la communauté. Alors, Mussolini, une fois qu'il est au pouvoir, je vous ai dit, dans un premier temps, il essaie d'abord de temporiser, d'essayer d'élargir sa base sociale pour le soutenir au pouvoir. Alors, on va voir quelles sont les apparences et la réalité, justement, des institutions légales à ce moment-là. Du côté des apparences, le roi est officiellement le chef de l'État, mais dans les faits, c'est plus lui qui décide, il ne fait qu'enregistrer les décisions prises par le parti fasciste. À côté du roi, il y a également les sénateurs, le Sénat. Les sénateurs vont, comme dans certains pays latino-américains après la Deuxième Guerre mondiale, être grassement payés, ils vont connaître beaucoup d'honneur, mais ils seront partie négligeable. Quant aux députés, la Chambre des députés, elle va continuer à fonctionner, mais les députés, en fait, seront sous le contrôle étroit du parti fasciste. Et d'ailleurs, en 1938, Mussolini va remplacer la Chambre des députés par une autre institution qui est la Chambre des corporations. Alors la Chambre des corporations, c'est rien d'autre qu'une émanation du parti fasciste
qui dirige en fait toute la politique. Donc la réalité du pouvoir se trouve au sein du parti fasciste, qui lui-même est organisé d'une manière pyramidale, puisque au-dessus de ce parti fasciste, il y a le grand conseil du fascisme, qui comprend les compagnons de route, je dirais, de Mussolini, les ministres, et alors les dirigeants du parti fasciste. La pyramide étant couronnée, bien entendu, par le Duce. Alors, politique intérieure et politique extérieure de Mussolini. Politique intérieure tout d'abord. Dans le domaine de la politique intérieure, le fascisme se trouve devant un pays qui, je vous l'ai dit au début des années 1920, mais je dirais que ça va durer pendant toute la durée du fascisme, surtout à la fin des années 20 et encore plus, je dirais, au début des années 30, à la suite de la grande crise économique mondiale, Mussolini se trouve devant de grands problèmes économiques, tant sur le plan agricole que sur le plan industriel. Il y a un chômage important. La question est donc de savoir comment résoudre le chômage. D'autant plus que le fascisme promeut la natalité, c'est-à-dire il pousse les familles à avoir beaucoup d'enfants. Autrement dit, le problème de la surpopulation, dont j'ai pu parler précédemment, ne fait qu'augmenter. Alors, quelle solution à cela? Il faut d'abord trouver des solutions sur le plan intérieur en augmentant les rendements agricoles. Donc, la bataille du blé va être un des grands combats auxquels va s'attacher Mussolini. Et il va effectivement arriver à des résultats notables dans ce domaine-là. Mussolini va également promouvoir l'assèchement de marais qui se trouvent pas très loin de Rome, dans le Latium, c'est ce qu'on appelle les marais pontins, P-O-N-T-I-N-S. Ces marais vont être asséchés et vont donc permettre, un petit peu comme ça avait été le cas au Moyen-Âge dans nos régions d'ailleurs, pensez à cette commune qui se trouve au sud de Bruxelles qui s'appelle Drogenbos, qui veut dire le bois sec, qu'on a dû assécher justement pour planter les terres arables. Et bien donc, ces marais étant asséchés, on va pouvoir semer, et donc on aura de nombreux kilomètres carrés en plus à cultiver. Pour donner du travail également aux gens, Mussolini va lancer de grands travaux publics. Donc, je dirais qu'il va mener, avant même la publication par John Maynard Keynes, en 1936, de sa théorie générale de la monnaie, des prix et de l'emploi, il va déjà mener donc une politique qui vise à relancer l'économie par des grands travaux publics. Vous savez qu'en période de crise, c'est ce qu'on fait souvent. Vous savez quand il y a eu la crise fin septembre, début octobre, la grande crise financière 2008, eh bien, les gouvernements européens ont décidé, ou américains ont décidé de lancer très rapidement des politiques de grands travaux. En Wallonie, on a décidé qu'on allait refaire toutes les autoroutes, les routes par exemple, pour donner du travail aux gens. Même chose dans les communes et dans les régions. Évidemment, tout ça se paye un jour. Ça crée de l'inflation, et puis un jour, il faut rembourser la dette publique. Et vous savez que maintenant, 2 ans après le lancement de ces politiques, on se retrouve, tous les États, que ce soit la France, la Belgique, enfin, tous les États dans le monde se retrouvent avec une dette publique qui a fortement augmenté et qu'il s'agit évidemment de récupérer, de combler à un moment donné. Vous avez vu la dette faramineuse, que ce soit en Belgique ou en France pour l'instant, qu'il va falloir récupérer ici, on dit 2013, 2014, 2015. Et donc Mussolini
donne du travail aux gens en lançant ces grands travaux publics. C'est Mussolini qui est le premier à développer en Europe un grand programme comment dirais-je, de réfection des routes pour en faire des autoroutes. On va donc créer des autoroutes à ce moment-là. D'ailleurs, un terme qu'on n'utilise plus maintenant, mais que moi je me souviens qu'on utilisait en Belgique quand j'étais enfant, c'est le terme autostrade. Hein, on dit maintenant l'autoroute d'habitude. Hein. Moi je me souviens qu'on parlait d'autostrade quand j'étais enfant. Hein. Alors, autostrade, ça vient d'un mot italien autostrada. La strada, c'est la rue, hein, tout simplement en italien. Voilà. Alors, outre cela, Mussolini va évidemment, et là j'arrive à la politique extérieure, se lancer dans une politique impérialiste. Il va, essayer de mettre en œuvre un programme de culture en Libye, qui appartenait déjà depuis le début du siècle à l'Italie, en partie. Une partie, ce sera au lendemain de la Première Guerre mondiale, parce que c'était pris sous l'Empire ottoman. Il va se lancer aussi à la conquête de l'Éthiopie, qui devait être une colonie de peuplement et d'exploitation, justement, sur le plan agricole. En 1935, Mussolini envahit l'Éthiopie. 1935-36, mais 6 ans plus tard, il devra lâcher suite à la reconquête du pays par les Britanniques. En 1939, j'ai pu l'expliquer déjà dans d'autres cours, Mussolini va attaquer son voisin immédiat sur la rive orientale de l'Adriatique, à savoir l'Albanie, où se trouve du cuivre, qui est un conducteur donc pour l'électricité. Voilà. Mais il reste encore un élément qui mérite d'être signalé, c'est que Mussolini va régler, je l'annonçais tout à l'heure, va régler une fois pour toutes le problème romain. Le pape, depuis 1870, se considère comme le prisonnier du royaume d'Italie, donc depuis près de 60 ans, et Mussolini va, avec à ce moment-là c'est Pie XI, régler le problème. Le Vatican va devenir un État, ce sera la cité du Vatican, qui sera un État souverain, Mussolini va également rembourser les dommages et intérêts subis par le pape lors de la confiscation des États pontificaux en 1860, 61 et en 1870. Donc ça va coûter très très cher. Et Mussolini va passer un concordat avec le pape Pie XI pour que l'Église catholique devienne une religion d'État en Italie. Je dis bien une religion d'État, alors que précédemment l'Italie est un pays, je dirais, qui avait été construit sur base de la laïcité, d'une certaine sécularisation. Donc c'est un recul en arrière, évidemment, pour les laïcs à ce moment-là. Vous savez qu'il y a encore régulièrement des conflits à propos de la présence ou non de crucifix dans des lieux publics en Italie. Alors pourquoi Mussolini fait-il tout cela? Eh bien parce qu'il a besoin évidemment d'élargir la base sociale de son régime. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, que établir une dictature, c'est une chose, mais il faut que cette dictature soit soutenue par un éventail le plus large possible sur le plan social. Je vous ai déjà parlé des classes moyennes, de la petite bourgeoisie, mais comment voulez-vous gouverner en Italie si vous vous mettez les catholiques à dos? C'est pas possible. Et donc c'est un calcul politique, bien entendu, que Mussolini fait là, en s'ouvrant de cette manière au Vatican
évidemment, c'est une manière de temporiser face à cette population très fervente en Italie. Voilà. Alors on va passer maintenant tout de suite à la Deuxième Guerre mondiale, à l'issue de laquelle je terminerai mon exposé d'aujourd'hui en vous montrant quelques livres. Mussolini, jusqu'en 1938, ne voit pas d'un tellement bon œil la montée d'Hitler et du nazisme. Pourquoi? C'est un régime qui est évidemment très proche sur le plan idéologique. Les points communs sont beaucoup plus nombreux que les différences. Toutefois, il craint la montée du nazisme, ne fût-ce que sur le plan territorial, parce qu'en mars 1938, l'Autriche est annexée au Grand Reich, et par conséquent, cette grande Allemagne a une frontière commune avec l'Italie, et donc peut être menaçante pour celle-ci. Toutefois, le rapport de force étant ce qu'il est, Mussolini, qui était sur sa réserve, et voyait même plutôt d'un mauvais œil la montée d'Hitler, va devoir s'allier avec lui. Ils vont former l'axe Rome-Berlin, qui, évidemment, inaugure de la politique belliciste vis-à-vis des autres États européens, donc à partir de 1939. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir le film Le Dictateur avec Charlie Chaplin, qui est assez comique. Ce film date de 1940, donc date vraiment de l'année où la guerre est déclarée, enfin la guerre mondiale est déclarée, et où l'on voit Charlie Chaplin qui joue le rôle d'un dictateur qui pastiche Hitler, qui se trouve à un moment donné, je crois, chez le coiffeur, ou en tout cas dans un endroit où ils se trouvent tous les deux, lui et Mussolini, celui qui joue le rôle de Mussolini, se trouvent tous les deux sur une chaise, vous savez, comme chez le coiffeur, qu'on peut monter à son gré. Ils sont tous les deux sur cette chaise montante. Évidemment, comme l'un et l'autre veulent paraître plus grands que leur voisin, son voisin, eh bien, ils n'arrêtent pas de monter cette chaise jusqu'au plafond. Hein, ça va? On voit d'ailleurs dans le même film une scène célèbre où on voit justement Charlie Chaplin jouant donc Hitler, le pastiche d'Hitler, jouant avec un globe terrestre qui est gonflé comme un ballon, et alors on entend, je ne sais plus quelle musique de Beethoven, ou de je ne sais plus qui à ce moment-là, hein, on voit qu'il joue avec le monde. En 1940, l'Italie qui a déjà conquis, l'Italie qui a déjà conquis l'Éthiopie et qui a tenté de conquérir l'Albanie, où elle va se faire repousser bientôt, les Allemands vont venir à la rescousse et vont occuper eux-mêmes l'Albanie, parce que les Italiens ne pourront pas se maintenir très très longtemps. L'Italie va rentrer en guerre en juin plutôt 1940 contre la France, parce que l'Italie veut récupérer les deux territoires qui ont été cédés dans les années 1860, je crois que c'est en 1864, par le roi d'Italie, Victor Emmanuel II, à Napoléon III, à savoir le comté de Nice et le duché de Savoie, qui ne sont plus comtés-duchés à ce moment-là d'ailleurs. Hein. Voilà. Si vous allez à Nice, vous allez voir qu'il y a d'ailleurs le nom des rues se trouve dans deux langues. Hein, on les trouve en français, on les trouve aussi dans le dialecte italien local. Et une place célèbre de Nice, c'est justement la place Garibaldi, parce que Garibaldi était niçois justement, et c'est le comble que, à la suite d'un troc, la région dont il était issu a été abandonnée à la France. Voilà. Pendant la guerre, l'Italie va envoyer des troupes en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, pourquoi? Parce que les Italiens veulent annexer la Tunisie, pendant que la France de Vichy
tous ses moyens militaires. Toutefois, là aussi, l'Italie devra faire appel aux Allemands pour garder les territoires qui sont les siens, à savoir la Libye, et les Italiens et les Allemands vont se battre contre les Britanniques. Ça va conduire à la fameuse bataille d'El Alamein, il y aura la bataille de Tobruk aussi en Afrique du Nord, et puis en fin 1942, les Anglais et les Américains débarquent au Maroc et en Algérie, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un autre cours, et au mois de juillet 1943, les Anglo-Américains débarquent en Sicile tout d'abord, ils vont continuer leur chemin dans la péninsule italique, et au mois de septembre 1943, le gouvernement italien décide de stopper les hostilités contre les Allemands, contre les Alliés, excusez-moi, et lors de peu de temps après la signature de cet armistice, les Italiens vont carrément changer de camp et passer du côté des Alliés. Entre-temps, Mussolini avait été limogé par le roi qui s'était entendu avec les membres du Grand Conseil fasciste. Et Mussolini va être enfermé donc, dans une prison qui sera libérée par les Allemands. Et dans les dernières années de sa vie, pendant 1 an et demi, il va devenir président d'une république fasciste dans le nord d'Italie, la République de Salé. Voilà. Je vous montre maintenant quelques livres concernant l'Italie. Alors, tout d'abord, pour le XIXe siècle, un ouvrage de Paul Guichenet, En que sais-je, aux presses universitaires de France, l'unité italienne. Ensuite, sur l'Italie de Mussolini, de Max Gallo, ça se lit très facilement, l'Italie Mussolini, 20 ans d'ère fasciste, et vous avez d'ailleurs sur la couverture une photo de Mussolini. C'est donc chez Marabout. Alors, un CD que je vous conseille, qui s'appelle L'Ordine Nuovo, c'est le nom d'une revue publiée en 1919-1920 par le Parti communiste italien. Vous avez 18 chansons, donc communistes, chantées à l'époque fasciste, justement, et par les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, un roman que je vous conseille vivement, qui s'intitule Le Guépard. Le Guépard, c'est un ouvrage un roman écrit par Giuseppe Tomassi, qui était duc de Palma et prince de Lampedusa. C'est un roman qui se passe en Sicile au moment du Risorgimento, c'est-à-dire au moment de l'unification italienne en 1860. Le grand cinéaste, le grand réalisateur italien Luchino Visconti en a fait un superbe film en 1963. L'ouvrage, le roman paru en 1958, et parmi les acteurs qui jouent dans ce superbe film, Le Guépard, enfin, le titre du film, du roman vient du blason du héros de l'histoire, qui est un noble donc. Donc ce film a pour acteurs, des très grands acteurs de l'époque, Burt Lancaster, alors celle que vous voyez sur la couverture ici, Claudia Cardinale, là on dit Claudia Cardinale en français, et enfin Alain Delon. Alors, ce livre a été commenté, la genèse de ce livre a été commentée dans un livre du même Lampedusa, Le professeur et la sirène, dans la même collection en point seuil. Et Lampedusa explique justement dans quel contexte il a vécu quand il était enfant, et ça nous renvoie à tout ce milieu d'aristocrates. Je vous ai dit qu'il était duc de Palma et prince de Lampedusa du début du siècle, et qui annonce évidemment je dirais, le fascisme. Vous avez peut-être vu aussi le film Novecento,
Ça s'appelle le XXe siècle en français, qui explique, qui montre la montée du nazisme. Alors, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Cesare Pavese, le métier de vivre, qui est en fait son journal, où il décrit année par année ce qu'il a vécu dans les années 20, dans les années 30. Il s'est suicidé lui-même en 1950. Alors, sur les campagnes italiennes à l'époque du fascisme, bien que l'ouvrage date de 1950, si mes souvenirs sont bons, du même Pavese, Le bel été, La bella estate. C'est un roman, donc, du même Pavese. Il y a ces lettres qui couvrent la période 1924-1950, publiées chez Gallimard. Alors, un grand intellectuel italien qui a été le secrétaire général du Parti communiste à l'époque de Mussolini, Parti communiste clandestin, bien entendu, et c'est Antonio Gramsci. C'est un grand intellectuel, c'est comme ça que je vous montre, c'est pas en tant que président, en tant que secrétaire général du Parti communiste, Antonio Gramsci, qui a revisité le rôle des intellectuels dans la lutte des classes. Et moi, j'aime bien plutôt le Gramsci des années 1914-1920, quand il y avait encore un marxisme assez anarchisant, avant qu'il ne devienne plus stalinien, je dirais, dans les années 20. Alors, je vous montre ici les écrits politiques, tome 1, 1914-1901. Il y a également un tome 2 qui va jusqu'en 1922, et tome 3 couvre 1923-1926. Et enfin, les fameuses lettres de prison, publiées toujours chez Gallimard, du même Antonio Gramsci. J'ai dit.